Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi, voici le deuxième chapitre des meilleures séries au monde ou pas, et là franchement le mot ou pas il va prendre tout son sens aujourd'hui, je vais te le prouver, tu vas kiffer. Alors être passionné c'est être fan, générique. Donc, à ma grande surprise, la première série qui est sortie en 1974 jusqu'à 1977, ça s'appelle Spidey Super Stories, qui est une émission pour les enfants. Nombre d'épisodes, il y en a eu 28. Donc, Spidey Super Stories est une émission de télévision américaine qui dure de 74 à 77 et dont le personnage principal est Spider-Man. Spidey Super Stories est la première émission de télévision dans l'univers de Marvel dans laquelle le super-héros Spider-Man apparaît. Cette série faisait partie d'un programme qui s'appelle The Electric Company, destiné aux enfants. Ce segment est intégré de 74 et dure jusqu'à la fin de Electric Company en 77. Ces courts sketchs durent quelques minutes et parce qu'ils sont destinés aux enfants, ont des contraintes originales. Ainsi, Spider-Man ne parle pas, mais des bulles avec le texte sont insérées dans l'image afin de développer les capacités de lecture chez les jeunes enfants ou les jeunes spectateurs. De plus, la violence est absente, les combats sont limités et aucun super vilain de l'univers de Spider-Man n'est présent. Spider-Man est amené à se battre contre des simples malfaiteurs. Des luttes sont présentées grâce à l'insertion de cases de bande dessinée à l'écran. Enfin, Spider-Man n'est autre que pouvoir que son lancer de toile. Donc l'adaptation, c'est la série adaptée en série comics book qui paraît jusqu'en 1982, qui vise toujours le public du jeune public. Les éditions Loog publient partiellement de 79 à 82. La version française de cette série de comics, la revue lancée par Lug en 79, reproduit le titre Spidey. Les couvertures et les choix s'adressent aux jeunes enfants. Au bout de 32 numéros, toutefois, la revue Spidey renonce à l'orientation jeune public, interrompt la diffusion Spidey Super Stories et devient une revue semblable aux autres titres Marvel du catalogue Lug. Donc je ne connais pas la série, je ne l'ai pas vue, mais j'ai vu des extraits sur internet et sur YouTube et je vous assure, ça vaut le détour. Regardez ça. Donc, la deuxième série dont je vais vous parler, c'est toujours Spider-Man. À croire qu'à l'époque, Marvel lançait que Spider-Man. Forcément, c'était le héros le plus populaire à l'époque. Donc, logique avant qu'on avait la série. Donc, la série s'appelle, enfin, le film, c'est The Amazing Spider-Man. Réalisation, c'est Ed W. Schwarzkammer. Le scénario, c'est Alvin Borez et Stanley. Les acteurs principaux sont Nicolas Hammond, Lisa Eadbasher et Treyer David et Michael Pataki. La société de production, c'est Dunchug Productions aux États-Unis. 88 minutes le film, et c'est l'époque, c'est 1977. Donc, L'Homme Araignée, The Amazing Spider-Man. Spider-Man est un téléfilm américain qui sert de pilote à la série télévisée The Amazing Spider-Man, inspiré du personnage de comics books Spider-Man, réalisé par E.W. Schwarzkammer, diffusé le 14 septembre 1977 sur les réseaux CBS. En France, le téléfilm a été sorti au cinéma en 1978 avec un certain succès, près de 700 000 entrées. La suite, La riposte de l'homme araignée, est sortie en France en 1979. Donc l'histoire, c'est simple, tout le monde la connaît. Peter Parker est un étudiant sciences naturelles, se fait mordre par une araignée génétiquement modifiée. Il est investi de pouvoirs araignées qu'il met au service du bien. Il affronte Byron, un maître chanteur qui sert d'une machine à contrôler les cerveaux et qu'il utilise pour commettre des délits. Peter vient à aide à Judy Tyler, dont le père, Noah, est l'inventeur de cet engin infernal. Perso, moi je n'ai pas vu la série ou le film The Amazing Spider-Man. Du coup, je peux pas vous en parler. Apparemment, il y a eu 2 films. Il y a eu une série derrière. J'avoue que, bon, je montrerai des photos en lien, vous allez voir. C'est assez drôle. C'était à l'époque. À l'époque, il faut se dire, ils n'avaient pas les moyens d'aujourd'hui. Et la 3D non plus, etc. Donc, ils étaient obligés d'improviser un peu. Et franchement, pour le résultat, c'était plutôt pas mal. On passe à la suite. Donc, comme on a dit, c'est les plus belles séries au monde ou pas. Donc là, on va commencer à parler du fameux ou pas. C'est assez drôle. Donc, on a tous connu la série. Moi, perso, j'étais fan quand j'étais gosse, mais maintenant, quand on la regarde, c'est d'un ridicule, mais de ouf. Donc, la prochaine série que je vais vous parler, je suis sûr que tu vas peut-être la reconnaître, c'est l'incroyable Hulk.
C'est une série télévisée qui est passée sur la télé, c'est fantastique, action, drame. La création, c'est Kenneth Johansson. Les acteurs principaux sont Bill Bixby, qui jouait le rôle de David Banner, parce que à l'époque, Bruce Banner, ça faisait gay pour Marvel. Donc ils avaient choisi de changer le nom de Bruce Banner en le transformant en David Banner. D'ailleurs, dans le premier film Hulk en 2003, et ils en font référence. Louis Ferrigno, qui était un culturiste à l'époque, un mec de bodybuilding, jouait le rôle de Hulk. Il le peignait en vert intégralement, tout le corps. Il était juste en short, il avait une perruque. Pour, en fait, qu'il y a une différence entre la transformation entre David Banner, qui était un homme normal, et bien sûr le monstre Hulk. Donc du coup, la série a duré 5 saisons. C'est quand même énorme. 821 épisodes, c'est ouf. 79 épisodes de 47 minutes, plus de 6 téléfilms de 95 minutes, c'est énorme. La diffusion originale a commencé le 4 novembre 1977 et ça a duré jusqu'au 12 mai 1982 d'ailleurs. L'incroyable de Hulk est une série télévisée américaine en 79 épisodes de 47 minutes, plus de 6 téléfilms de 95 minutes, créée en 77 par Kenneth Johansson. Elle est adaptée de la série de comic books Hulk, publié par l'éditeur américain Marvel Comics. Les 2 premiers téléfilms ont précédé la série, qui fut diffusée entre le 4 novembre 1977 et le 12 mai 82 sur les réseaux CBS. La 3e téléfilm 78 a ensuite été scindé pour constituer l'épisode double, lançant la 2e saison. Après son annulation, la série a été prolongée par 3 téléfilms supplémentaires diffusés sur NBC en 88, 89 et 90. En France, les premiers et 3e téléfilms ont bénéficié d'une sortie au cinéma respectivement le 13 juin 1979 et le 30 juin 1980. Le 2e téléfilm en 78 a ensuite été scindé Non, j'ai dit des bêtises, excusez-moi. En France, les premiers 3 et 3e téléfilms ont bénéficié d'une sortie cinéma respectivement le 13 juin 1979 et le 30 janvier 81. Le 2e téléfilm inédit en France est disponible en VO dans le coffret DVD de la saison 1. La série a été diffusée à partir du 20 novembre 81 sur TF1 et rediffusée sur M6 dès 87, puis aussi sur France 3, RTL, 13e rue, RTL 9, AB1, Énergie 12, puis sur Paramount Channel France dès le 4 novembre 2019 en version remasterisée HD. Au Québec, les téléfilms sont aussi sortis au cinéma à partir du 15 décembre 1979 et la série a été diffusée à partir du 18 septembre 81 à la télévision Radio-Canada, puis rediffusée sur la chaîne Prince 2 de 2006 à 2008. Donc je vais pas te raconter les Toy Story, c'est juste le professeur Banner qui subit une espèce d'accident, qui se transforme en Hulk grâce au rayon gamma et reconnu comme un monstre, un paria. En fait, il est poursuivi par l'armée qui s'appelle le général Ross, bien sûr, et bien sûr sa chérie dans le film qui s'appelle Betty Ross. Il ne peut pas avoir de relation, donc du coup Hulk est sans arrêt poursuivi pour justement son génome Hulk gamma, un peu comme dans les films, tout simplement. En fait, tous les épisodes se terminaient de la même façon, c'était assez drôle. Moi, je me rappelle, cette époque-là, j'ai regardé tous, j'ai adoré cette série, quand j'étais gosse. Et en gros, c'était Hulk avec son sac à dos qui se barrait, et t'avais une petite musique triste qui l'accompagnait tout le long du chemin. Pour dire, ciao, quoi, à la prochaine, passe à une autre ville. Et chaque ville, il passait, il y a eu des nouvelles aventures, et en fait, ça finissait toujours pareil, il se transformait en Hulk pour régler le problème, et après, il se barrait, quoi. Voilà, c'était assez trame traditionnelle. Bon, ce qui était assez drôle, c'est qu'il y a eu un épisode spécial avec l'intronisation de Thor, qui à la base était prévu pour lancer la série Thor, mais apparemment n'a pas accroché, et du coup a été forcément annulé. Qu'est-ce que je peux dire, ils ont fait beaucoup de références dans les films Hulk, le premier d'ailleurs avec Eric Bana et Ang Lee, le réalisation. Louis Ferrigno fait une apparition. Et justement, ils trichent un peu sur l'histoire de, bien sûr, Bruce Banner et David Banner, qui est dans le film son père. Et l'incroyable Hulk aussi, il y a beaucoup de références à la série. C'est une série qui reste assez culte. Donc voilà, si tu ne l'as pas vue encore, tu peux la retrouver en DVD ou en Blu-ray ou sur Internet, tout simplement, ou sur YouTube, pour te revoir un petit peu les scènes de transformation de Hulk, qui étaient assez drôles et assez clichés, en fait. Et c'était assez kitsch, en fait. Donc, faut se dire, Marvel et DC, à l'époque, c'est pas ce qu'on a connu aujourd'hui. C'est un peu drôle de revoir ces scènes-là, mais faut se dire qu'à l'époque, pour l'époque, c'était déjà pas mal foutu, quoi. Voilà. On passe à la suite.
Donc on passe à la suite, donc là on va taper des barres de rire encore une fois. Là tu l'as reconnu, c'est la musique de mon générique d'introduction. C'est la série Sentai Spider-Man sous le nom Supadaman, qui a été un tokusatsu. Ce qu'on appelle les tokusatsu, c'est genre un Bioman ou un Power Ranger. Ça a été produit par Toei au Japon. La chaîne d'origine c'est TV Tokyo. Il y a eu une seule saison, nombre d'épisodes il y en a 41. En général les épisodes c'était de 25 minutes. La date de diffusion c'était du 17 mai 78 au 14 mars 79. Donc Spider-Man ou Supadaman est une série télévisée japonaise du genre Enshi en 41 épisodes de 25 minutes, diffusée entre le 17 mai 78 et le 14 mars 79 sur TV Tokyo. Cette série est inédite dans tous les pays francophones. Donc l'histoire est simple, c'est un jeune motard nommé Takuya Yamashiro reçoit un jour un bracelet contenant l'ADN d'araignée. Ce même bracelet lui permet de revêtir le costume de Spider-Man et d'acquérir les pouvoirs d'une araignée. L'homme qui lui a donné le bracelet lui a révélé également que sa mission était de protéger la Terre du groupe de la Croix d'Acier, dirigé par le professeur Monster. Autour de la série, cette version japonaise de Spider-Man est très inspirée de sa propre culture. Et du coup, même si le costume du héros ressemble vaguement à celui des PD, tout simplement, c'est un honneur. Et pour les éditions Marvel, que le vaisseau de Spider-Man japonais se nomme Marveler, qui est assez drôle d'ailleurs. Du coup, de cette adaptation, Spider-Man a à sa disposition une voiture nommée Spider Machine JPC-7, ou JPC-7, tout simplement. Et Spider-Man n'a pas de lance-toile à chacun de ses mains, son bracelet fait office de lance-toile. Spider-Man annonce ses attaques de toile comme Spider-String ou Spider-Net. Takuya Yamashiro apparaît dans l'arc Spider-Verse des comics dont la série est tirée. Il est considéré comme un Spider-Man les plus puissants du multivers grâce à son mecha. Malheureusement, Léopardon ne fit pas long feu face à Solus, leader des héritiers de Takuya, puis s'en sortir en abonnant son mecha. Lorsque Miguel O'Hara, Spider-Man 2099, arrive pour la bataille finale, son retard est justifié par le retour de Léopardon. Réparé grâce à la technologie du futur, Takuya réussit à survivre et à l'attaquer des héritiers. Même si pour beaucoup la série finit par acquérir une réputation de nanar avec le temps, elle présente cependant toutes les premières vraies variantes alternatives du Spider-Man, ce qui est bien avant les autres comme Miles Morales, Spider 2099 ou Spider-Gwen. Et d'ailleurs, la petite info de Ciné Sensei, si ça t'intéresse, dans Spider-Man Into the Spider-Verse ou Across the Spider-Verse, le 2 qui va arriver, il est annoncé que Supadaman, et il va apparaître, et ce serait assez drôle de le revoir au cinéma dans un film d'animation, parce que c'est la suite de Spider-Man Next Generation avec Miles Morales, et du coup là ils annoncent qu'on verrait peut-être Supadaman, le Spider-Man japonais. C'est génial, j'ai hâte de voir ça. Alors la suite est encore plus drôle, hein, comme quoi vraiment à l'époque c'était ils savaient pas du tout comment adapter un super-héros en comics ou en film ou en BD ou en série. Alors, le suivant est encore plus drôle. J'ai vu les photos, je me suis tapé des barres. Donc, c'est bien sûr Doctor Strange, qui est réalisé par Philippe Deguerre Jr. Scénario, c'est Philippe Deguerre Jr. Et les acteurs principaux qui jouent le rôle de Stephen Strange et Peter Uten. Société de production et bien sûr Universal Television, et États-Unis, science-fiction, 93 minutes, et la première diffusion est le 6 septembre 78. Donc Doctor Strange est un téléfilm américain de Philippe Deguerre Jr. diffusé le 6 septembre 78 à la télévision sur le réseau CBS. La démon Balzaroth envoie son émissaire, la fée Morgane, affronter le maître des sortilèges Lynmer en plein New York. Le vieil homme qui devient de plus en plus faible est à la recherche d'un nouveau héros. Son disciple Wong le trouve en le personnage de John Dr. Stephen Strange. Après un premier affrontement triomphant pour Morgan, il devient plus en plus urgent que Strange prenne la relève, mais il ne veut rien avoir à faire avec le magicien. Morgan recherche Strange pour le tuer, mais la médecin trouve refuge dans le manoir magique en attendant le combat.
de l'Inmer l'initie à la magie, à l'occultisme, afin d'affronter Balzaroth. Donc je n'ai pas vu le film, donc à l'époque déjà, Doctor Strange était déjà sorti au cinéma, tu vois, en 78, avant d'arriver chez nous dans la phase 4, la phase 5, enfin tout le MCU, hein, donc c'est assez drôle de revoir les photos. J'ai pas vu le film, franchement les photos sont déjà assez parlantes, c'était vraiment flippant les gars, c'était vraiment flippant. Je suis bien content que non, on n'a pas connu ça, vraiment, on passe à la suite. Donc, dans le meilleure série au monde ou pas, là je vais t'annoncer du très très lourd, je pense que là on a atteint le sommet du nanar, hein, franchement. Quand je vais t'en parler, je vais te montrer les photos et tu vas me dire mais qu'est-ce qui t'a pris Mehdi? Alors oui, avant que le MCU arrive, avant qu'on a tous les films, phase 1, phase 2, etc. Bon, je vais pas trop faire le discours. Ils avaient fait un test, une tentative de faire un film Captain America, qui est réalisé par Rob Holcomb, et le scénario c'est Don Igelas, ou Igolas, Chester Crumshaw, et l'acteur principal qui joue le rôle du Capitaine Rogers, enfin Captain America, et Red Brown. Donc c'est Universal Television aux États-Unis, c'est un film de science-fiction, la durée 97 minutes, et la sortie c'est le 19 janvier 1979. Tu vois, tout doucement commence à arriver à une époque plus potable, on va dire. Donc du coup, c'est Captain America est un téléfilm américain réalisé par Rob Holcomb, diffusé le 19 janvier 1979 à la télévision CBS. Une suite intitulée Captain America 2 fut diffusée le 23 novembre 1979, toujours sur la même chaîne. Donc le synopsis, c'est à la suite d'un accident de moto, l'ex-marine Steve Rogers se voit injecter un sérum expérimental appelé le FLAG, Full Latent Ability Gain, en gros c'est devenu l'homme qui a envalé 3 milliards, par le professeur Simon Mice, un ami de son père décédé. Le produit lui sauve la vie et le dote de capacités hors normes. Force musculaire et vitesse impressionnante. Mice le recrute au service du NCL, National Security Laboratory. Sa première mission est de contrecarrer les plans de Lou Brackett, un millionnaire qui veut faire main basse sur la mission. Je dis des conneries. Il veut faire main basse sur la Californie en faisant du chantage à la bombe nucléaire. Mice est l'équipe d'une moto perfectionnée avec de nombreux gadgets pour retrouver l'arme convoyée d'un camion frigorifié. Wow, vous direz que le scénario, déjà, t'as pas envie. Hein. Donc, bah voilà, c'est un peu le synopsis de ce fameux téléfilm. Il y en a eu 2. Je t'avouerai que je n'ai pas vu, hein, c'est pas de mon époque, je suis désolé. Mais par contre, oui, il y a des photos qui sont disponibles. Tu peux peut-être le retrouver sur Internet, et j'avoue, c'est parlant. Déjà, va mater ça, et je te montre un petit exemple. On va voir si t'as toujours envie d'aller le voir. Donc, à ce qui paraît, le ridicule ne tue pas. Alors là, celui-là que je te conçois, ça prend bien le principe... des fois, il faut pas. Des fois, il faut mieux s'en passer. Donc, un autre nanar qui est cultissime aussi. Bon, je pense que personne l'a vu, même moi, je l'ai pas vu, j'avoue. Je viens juste de découvrir qu'il était disponible en intégrale sur YouTube, si tu as envie de le voir. C'est Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Donc, avant qu'on a Samuel Jackson, bien sûr, dans le rôle de Nick Fury, c'était David Hasselhoff, qui était à l'époque un acteur hyper connu pour les séries genre Alerte à Malibu et K2000. La réalisation, c'est Rob Hardy. Le scénario, c'est David S. Goyer, qui est un des scénaristes de la trilogie de Batman de Nolan. Comme quoi, il faut bien commencer quelque part. Les acteurs principaux sont bien sûr David Hasselhoff, Sandra S. et Lisa Rinna. La société de production, c'est 20th Century Fox. Et Fury Productions Limited Partnership et Marvel Enterprise. Donc c'est un téléfilm de 90 minutes qui est sorti en 1998. Nick Fury, Agent du S.H.I.E.L.D. est un téléfilm américain réalisé par Rob Hardy, diffusé sur la Fox en 98. Il s'inspire des comics mettant en scène le personnage Nick Fury publié par Marvel. Donc faut savoir qu'à l'époque, Nick Fury était blanc et avait un œil en moins. Donc après, il y a eu une reboot grâce à Samuel Jackson, il est devenu Renoir et Blackos, et je trouve que c'est plus cool. Mais bon, comme quoi, hein, il faut un début à tout, hein, on est bien prévu. Marvel n'a pas commencé direct en haut de la pyramide, hein, il a commencé en bas et il a fait pas mal de nanars. Comme DC par exemple. Donc le synopsis c'est simple, c'est Nick Fury, l'ancien directeur du S.H.I.E.L.D., maintenant à la retraite dans le Yukon depuis la fin de la guerre froide. On lui a proposé de reprendre du service afin de mettre hors d'état de nuire les agents de l'organisation Hydra, que tu entends parler dans Captain America.
dirigé par les enfants du baron Wolfgang et Von Strucker, qui t'en parle aussi dans Captain America. L'ancien nazi que Fury a jadis combattu, Hydra a synthétisé un agent pathogène, le virus de la tête de mort, et menace de le répandre sur Manhattan, à partir de ses missiles cachés dans un camion poubelle. Avec le synopsis, t'as envie de rigoler. À moins que on lui verse $1 milliard, les enfants du baron Von Strucker veulent éditer un 4e Reich et soit versé... au cours du film, Andrea Von Strucker administre à Fury le baiser de la mort, lui inoculant ainsi un venin mortel au bout de 48 heures. Pour préparer un sérum anti-venimeux, Fury a besoin du sang de Andrea, lance donc une attaque contre la porte-hélicoptère qui sert de quartier général à Hydra. Son équipe est capturée, mais Nick Fury se fait passer pour mort grâce à un robot à son image et s'évade. Il s'empare de l'antidote et des codes et tire des missiles entre-temps découverts à New York pour le reste de son équipe. Oh putain, rien que le scénario déjà, t'as envie de dire waouh, ça envoie du lourd. Différence entre le comics et le téléfilm, ça c'est assez drôle. Les agents de l'Hydra sont vêtus de noir comme des Men in Black, plutôt que des uniformes verts des comics dans la série Nick Fury, agent du Shield. Le baron Von Strucker a 3 enfants, les jumeaux Andrea et Andreas, appelés Fenris, et leur demi-frère Werner. Dans le téléfilm, Andrea n'apparaît pas, mais André a un frère cadet prénommé Werner. À aucun des deux n'a de super pouvoir apparent. Andrea porte le nom du code Viper. Armin Zola apparaît sous les traits de Dr Armin Zola, un vieux chimiste responsable de la création du virus Tête de Mort. Valentina Allegra de Fontaine: Nick, Dieu soit loué, j'ai pensé que tu étais mort. Nick Fury: je l'étais, mais maintenant je vais mieux. Ça c'est du texte de ouf les gars. Corps du baron Strucker est cryogénisé. À la fin du téléfilm, il est ramené à la vie dans les comics de Dugan, a des cheveux roux et une moustache et porte un chapeau de melon. Rien de Sissi n'est présent dans le film. Ouais, donc déjà, ouais, je peux pas t'en dire plus, hein, j'ai pas envie de le voir, clairement. Franchement, voilà les photos, je te les mettrai en lien dans cette vidéo. Si tu veux te lancer dans ce téléfilm ou tu veux te taper des barres, je pense que YouTube, tu le trouveras, parce que je l'ai trouvé. Donc voilà, fais-toi un kiff, et puis on passe à la suite. Donc, nouvelle série. J'avoue, celle-là aussi, elle envoie du lourd, hein, comme quoi Marvel n'avait pas du tout trouvé la façon de faire une série Marvel ou quoi, qu'est-ce. La prochaine série, elle aussi, elle va envoyer du steak. Elle s'appelle Mutant X. C'est une série de science-fiction. La création, c'est Avi Arad. Les acteurs principaux sont John Shee, que tu as déjà vu dans Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, qui jouait le rôle de Lex Luthor. Tu as Victoria Pratt, Victor Webster, Ford Marsh, Lauren Lee Smith aux États-Unis, Canada, et nombre de saisons, il y en a eu 3 quand même, 66 épisodes de 42 minutes. La première diffusion était le 6 octobre 2001 au 17 mai 2004. Alors, Mutant X est une série télévisée américano-canadienne en 66 épisodes de 42 minutes, créée par Avi Arad. Et du coup, elle est diffusée entre le 6 octobre 2001, à l'époque on avait déjà Smallville côté DC, hein, pour donner un petit exemple, au 17 mai 2004 en syndication. Pourquoi syndication, j'en sais rien, va savoir. Et du coup, le synopsis, du coup, non, on va peut-être revenir en France. La série a été diffusée le 3 décembre 2002. Au 17 octobre 2004 sur TMC, puis rediffusé sur M6, dans le cadre de la trilogie du samedi sur NT1, AB1 et Canal Jimmy. En Belgique sur Plug TV, et en 2004 au Québec à partir du 28 août 2003 sur ZTV. Cette série de science-fiction met en scène un groupe de 4 personnes devenus des mutants humains dotés de pouvoirs extraordinaires à la suite de manipulations génétiques menées dans le cadre d'un projet gouvernemental visant à sauver des vies humaines. Les principaux scientifiques ayant travaillé sur ce projet est Adam Kane et Mason Ecker. Si ce dernier essaye par tous les moyens de les éradiquer car il estime que les anomalies génétiques n'ont pas le droit de vivre. En revanche, Adam Kane aide les nouveaux mutants à s'intégrer dans le monde, notamment à mieux comprendre les pouvoirs et tenter de les protéger, et Mason Ecker de l'ACG, Agence Sécurité Génétique.
Ouh, ça sent déjà le X-Men, ça, hein, un peu, avec le professeur Xavier, Magneto. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais ça sent. Le sujet ressemble fondamentalement à celui des X-Men, tiens, c'est bizarre. À part les mutations des X-Men sont naturelles et celles des mutants X, les résultats des expériences. 20h, Century Fox, propriétaire des droits d'adaptation des X-Men, attaqua Marvel. La série était produite par Marvel Studios en justice. Un accord fut conclu, mais cette affaire entravera entre autres le merchandising. Le bâtiment accueille les bureaux des Génomes X et même le bâtiment utilisé dans la série Le Caméléon pour le centre. Ce bâtiment se trouve à Toronto et est en fait une usine de traitement des eaux. Rien que ça. Du coup, cette série, moi j'ai dû en voir quelques-uns épisodes, donc c'était pas tiré d'un comics, hein. C'est vraiment inspiré d'X-Men, hein, c'est clair et net, ça a été souligné dans le texte. Et du coup, il y a eu 3 saisons. Bon, j'avoue, j'ai pas regardé les 3 saisons, hein. J'ai dû regarder 1 ou 2 épisodes, mais je trouvais ça vraiment très nul. C'était à chier. Je te mettrai en photo, en lien sur cette vidéo, comme ça te permettrait de voir à quoi ça ressemblait. Et du coup, j'en ai pas un gros souvenir de cette série, mais bon, apparemment, c'est Marvel qui l'avait produit et qui n'avait pas été d'accord avec la 20th Century Fox, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, en même temps, il y avait les X-Men en film avec Hugh Jackman et James Master et Bryan Singer, la réalisation qui se passait. Et en fait, Marvel avait vendu les droits à la 20th Century Fox, et du coup, la 20th Century Fox a les a attaqués, justement parce qu'ils utilisaient les droits des X-Men, alors que les droits des X-Men étaient vendus à eux, quoi. Voilà, bon, ce que c'est drôle, c'est qu'après, au final, la 20th Century Fox a été rachetée. Bon, on a quand même eu pas mal de films X-Men qui sont pas tous bons, il y en a certains et d'autres non. Et là, maintenant, Disney et Marvel ont racheté les droits, et maintenant les X-Men, ça leur appartient, et on doit avoir un reboot ou une prolongation de cet univers. Voilà, on passe à la dernière série. Donc, la dernière série, et pas des moindres, je t'avouerai que je l'ai pas regardé, j'ai dû en voir 2-3 épisodes. C'est Blade, la série qui est une série fantastique. Création, c'est David C. Goyer. Production, c'est Jeff Jones. Acteurs principaux, c'est Kirk Sticky Jones et Jill Wagner. Aux États-Unis, Spike TV. Pardon. Alors, une de saison, il y a une seule saison, 12 épisodes, 1 de 90 minutes et 11 de 42 minutes. Diffusion originale, c'est du 28 juin 2006 au 13 septembre 2006. Donc Blade, la série, est une série télévisée américaine, en est un épisode de 90 minutes et 11 épisodes de 42 minutes, créé par David S. Goyer, d'après le personnage de Marvel de la série film du même nom en fait. A été diffusé entre le 28 juin 2006 et le 13 septembre 2006 sur Spike TV. En France, la série a été diffusée à partir du 21 mai 2007 sur Sci-Fi Universal. Donc le synopsis, c'est dans le pilote Krista Starr revient au service militaire en Irak où elle apprend que son frère jumeau Zach est mort dans des circonstances mystérieuses. Son investigation révèle que Zach est un familier, un genre de serviteur engagé sous contrat qui consent à servir un vampire dans l'espoir que son maître le récompense finalement avec la vie éternelle. À la recherche de Krista pour trouver le meurtrier de son frère, l'amène bientôt à faire face à Monsieur Blade, qui n'est pas Wesley Snipes, bien sûr, tu l'as bien compris, même qu'au meurtrier lui-même, Marcus Van Siever, un vampire puissant et un membre de la maison de Sutton. Frappé par Krista, Marcus décide de le transformer en vampire en lui injectant son sang. Krista est alors approchée par Blade qui lui injecte le même sérum qu'il utilise pour contrôler ses propres instincts de vampire et lui offre des chances de l'aider, de venger la mort de son frère et de combattre Marcus de la maison des Sutton. Les deux forment dès lors un partenariat hésitant. Le reste de la série suit les tentatives de Krista pour maintenir sa couverture à la maison des Sutton tout en luttant pendant tout ce temps contre sa propre nature hostile grandissant et les efforts de Marcus pour développer un vaccin qui rendra les vampires immunisés contre tous les faiblesses traditionnelles, la lumière du soleil, l'argent, l'ail, etc. Cependant, tard dans la saison, il est révélé que le vrai but de Marcus est de créer, qui ciblera en particulier les sangs purs, la classe de vampires de jugement à partir des impurs. Il dégaine finalement son armée dans le final, étonnamment avec l'aide de Blade. La chronologie de la série par rapport au film de Wesley Snipes. La série se passe apparemment après Blade Trinity, qui est le 3e volet, puisque certains événements du film ont été mentionnés dans l'épisode pilote à la fin de Trinity. Blade utilise l'étoile d'Ir-Noon, une arme biologique qui cible et tue tous les vampires. Dans la Blade Trinity étant tué Dracula en imaginant aisément que l'étoile d'Ir-Noon, à l'échelle microscopique, n'a pas pu faire
le tour de la planète. Classement et annulation. Bien que sa première série a tiré plus de 2,5 millions de téléspectateurs, ce qui fait la série la plus regardée dans l'histoire de Spike TV. Elle a été aussi l'émission câblée du soir numéro 1 chez les hommes de 18 à 34 ans et 18 à 49. Ceci arrive dans une année où la plupart des émissions étaient remarquables. Même la série n'a pas conservé ses nombreux. Le 28 septembre 2006, Gilles Wagner, la vedette de Blade, The Série, a annoncé qu'elle avait été informée qu'il n'y aurait pas de deuxième saison. Le lendemain, Spike TV a annoncé dans un communiqué de presse que la série ne serait plus. En réponse à une lettre de la revue Wizard, la production scénariste Jeff Jones donne une raison à l'annulation de la série. Le réseau n'a pas voulu l'annuler, je pense que juste que Spike TV est un jeune réseau et ça coûtait trop cher de les faire. Il n'était simplement pas capable de le faire, tout simplement. Du coup, qu'est-ce que je peux te dire de la série tout simplement Blade, bon bah écoute, c'était la suite directe des 3 films, donc à l'époque on n'avait pas beaucoup de séries sur Blade, donc c'était pas mal du coup. Ça appartenait aussi à la 20th Century Fox. Les films en lui-même étaient excellents, les 3 films Blade, à part le 3e qui est moins bon. La série a suivi le côté merchandising et malheureusement n'a pas fonctionné, hein, bien sûr, on s'en doutait un petit peu. Apparemment coûtait trop cher à la production, donc bon, ça reste sympa à regarder si tu veux la retrouver sur internet. Je pense qu'il y a moyen, ou même acheter en DVD. Après, maintenant, on sait que Blade maintenant a été racheté, du coup, avec le rachat de la 20th Century Fox par Disney et Marvel. Un reboot est en cours du film Blade, avec il a fait une première apparition à juste la voix dans le film Eternal à la fin, qui s'appelle Marshall Ali, apparemment, donc la production est en cours. Donc on a hâte de revoir le reboot. Moi, perso, j'ai préféré, bien sûr, la trilogie originale avec Wesley Snipes, je trouvais ça génial. Le premier et le deuxième étaient génial, mais pas le troisième. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est que forcément les séries Marvel, pas eu que des beaux jours. Hein. Moi, clairement, chez vous, à part l'incroyable Hulk et Blade, Mutant X, la plupart je les connaissais pas. Donc j'ai appris pas mal de choses. Donc ça, c'était notre deuxième chapitre. Là, on a vu le côté DC, là, on a vu le côté Marvel. Du coup, la prochaine fois qu'on se refera une émission, ça sera DC Universe et le Arrowverse. Justement, c'est eux qui ont un peu lancé ce système de multivers qui était intéressant, qui a relancé pas mal de choses. Donc d'ailleurs, je vais t'en parler. Il y a pas mal de choses à en dire. Et après, bien sûr, on reviendra sur les séries de Marvel Netflix et maintenant qu'ils ont été rachetés par Disney+, et du coup, maintenant, qui fait partie intégrale du MCU. Donc il y aura forcément Marvel Netflix et le MCU, donc ce qui promet une autre émission fort palpitante. Donc j'espère que cette émission t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner si c'est pas déjà fait, et garde le fan spirit en toi, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.